Bonjour, salut, chers tous et toutes. Nous sommes ici à la quatrième partie de notre présentation sur l'immigration aux États-Unis. Et dans cette partie, nous allons parler de la résumé de la situation actuelle. Nous allons parler au fait de ce qui se passe actuellement ici aux États-Unis par rapport à l'immigration. Nous avons, dans des présentations précédentes, nous avons expliqué ce qu'est l'immigration aux États-Unis. Nous avons expliqué quelles sont les étapes à prendre. Nous avons expliqué comment les procédures se font pour rester légalement ici aux États-Unis. Et maintenant, comme vous le savez, il y a la loi, il y a les normes, mais il y a aussi la pratique qui peuvent être différentes. Parlons maintenant de la pratique maintenant ici aux États-Unis. Oh, nous allons parler, comme vous voyez sur votre écran, de la contrôle à la frontière des États-Unis, du programme humanitaire, des TPS, ce qui est la Temporary Protection Statute ici aux États-Unis, les réfugiés. Nous allons parler de la Green Card un peu en détail. Nous allons parler des CBP qui est Custom and Border Protection. Euh, c'est une agence de l'immigration qui contrôle qui est à la charge de la protection des États-Unis, de ceux qui entrent, vérifier pour sécuriser les États-Unis. Et nous avons ICE qui est l'immigration and Custom Enforcement. C'est un peu comme nous dirons un peu comme la police de l'immigration, qui, quand l'immigration doit envoyer des gens sur terrain pour un besoin ou un autre, pour exécuter un ordre, c'est ICE qui s'en occupe. Et finalement, à la fin, nous allons vous donner, comme toujours, des ressources et des protections disponibles selon votre cas. Sans plus tarder, passons au premier point qui est le contrôle à la frontière et l'asile. Comme vous le savez, beaucoup d'entre nous le savent que dans des années passées, très souvent, il n'y a pas trop de protection entre les bordures des États-Unis et les pays comme le Mexique. Les gens peuvent facilement entrer par là parce que c'est presque, il n'y a que l'eau là, qui vient, qui sépare. Donc, les gens entrent par là pour arriver ici aux États-Unis. Avec la nouvelle administration, bien que bien avant, il y avait déjà le contrôle, mais pour le moment, ils ont vraiment renforcé les contrôles, surtout à la partie sud des États-Unis, où il y a l'ICE qui est là pour contrôler, le CBP qui est là, le membre de l'agence de CBP pour contrôler qui entre aux États-Unis. Et ils ont maintenant, avec la nouvelle administration, sont retournés à l'application du titre 8. Le titre 8, c'est ce qu'on ne te donne pas trop l'occasion ou bien les temps qu'il faut pour demander l'asile ou bien rester légalement aux États-Unis. On te déporte rapidement sans trop, surtout quand tu entres sans inspection et par les bordures des États-Unis. Et finalement, il y a vraiment une restriction à l'accès à l'asile. Avant, c'était quand vous entrez, vous pouvez aller avec le CP, on vous détient et puis on vous demande pourquoi vous êtes entré sans inspection et vous expliquez, c'est parce que je suis en train de fuir la persécution dans mon pays. C'était la seule moyen d'arriver ici aux États-Unis. On te donne l'occasion de demander l'asile et tu vas dans la procédure et puis on te laisse aller vivre jusqu'à ce que la décision puisse prendre. Maintenant, ce n'est plus comme ça, vous entrez illégalement. Donc, facilement, on peut vous déporter à la même manière, au même moment et partir. Et la procédure d'asile est maintenant accélérée. Ça veut dire que ça ne prend plus beaucoup de temps où on te donne la chance de rester un peu aux États-Unis. C'est que vous demandez l'asile si le juge ou l'officier de l'immigration trouve qu'il n'y a pas beaucoup, tu n'as pas un cas précis qui prouve que tu es en train de fuir la persécution d'où tu viens. Il prend la décision et dans moins d'une année, dans moins de 5 mois, dans moins de 3 mois, ça dépend comment est-ce que ça prend et vous êtes déporté des États-Unis et vous partez. Les programmes humanitaires, vous savez, il y avait un programme qu'on appelait les
CHNV, comme vous voyez sur votre écran. C'était un regroupement de pays comme Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Ils avaient un programme spécial où les États-Unis les permettaient de venir ici aux États-Unis sans visa et puis on leur donnait les cartes de travail. Ils pouvaient travailler, rester pendant un temps et surtout pendant ces temps-là, ils pouvaient appliquer pour l'asile. Mais maintenant, c'est avec la nouvelle administration, ce programme a été suspendu. Donc, ils sont devenus comme tous les autres pays, pas des privilèges pour eux. Et les pays actifs, mais ils sont les pays qui sont toujours actifs dans ces programmes humanitaires, c'est Afghanistan, Ukraine et Philippines. Mais comme vous le savez, l'Afghanistan est parmi les pays qu'on a bannis d'entrer aux États-Unis. Là encore, il y a une question. Donc, ils sont plus éligibles pour tous ces programmes. Ils sont bannis d'entrer ici aux États-Unis. On en parlera plus tard avec beaucoup plus de détails. Et comme vous voyez sur votre écran, ça, ce sont les pays qui sont éligibles pour les TPS. Les TPS, c'est une Temporary Protection Statute où les États-Unis vous donnent cette protection temporaire de venir ici aux États-Unis. Généralement, c'est 2 ans et puis après, ils peuvent renouveler ça. Ça peut prendre, ils renouvellent. Vous avez 2 ans, ils peuvent renouveler ça encore pour 2 ans. Mais pour le moment, comme vous voyez sur votre écran, il y a à côté, il y a le pays et de l'autre côté, il y a des dates où ces programmes vont être suspendus, arrêtés et on ne sait pas si ça va être reconduit encore. Et au moins, pour tous 2 pays ont été suspendus déjà. Donc, ils ne vont pas renouveler le contrat de TPS avec ces 2 pays, ce qui est Afghanistan, c'est-à-dire le 12 juillet 2025, ça va prendre fin et ils ne vont pas renouveler ça. Et pas plus tard que la semaine dernière, c'était Haïti, comme vous voyez, et ça va prendre fin le 3 août 2025. Les réfugiés et le Green Card, ou ce qu'on appelle la présidence permanente. Les États-Unis avaient un programme qui amenait les réfugiés de partout dans le monde ici aux États-Unis. Les réfugiés sont des gens qui venaient d'un pays où il y avait des problèmes. Ça peut être tout comme la catastrophe naturelle, la famine, la guerre, des gens qui fouillaient leur pays parce qu'ils n'étaient pas protégés pour une raison ou une autre. Alors les États-Unis les amenaient ici. Il y avait ces programmes et il les a menés. Ces programmes est suspendu. Il n'y a plus de réfugiés pour venir ici aux États-Unis. Mais au moins, il y a avec les Afrikaners blancs de l'Afrique du Sud qui, c'est encore un processus. Il y a 40 qui sont arrivés, mais pas encore très confirmé si ce programme va continuer. Mais il y a eu un groupe de 40 personnes qui sont arrivées ici aux États-Unis au mois de mai et pas très sûr si ce programme va continuer ou pas. Et finalement, nous avons la Green Card depuis le 25 mars de cette année 2025. La nouvelle administration a suspendu tous les traitements de demande de Green Card pour les personnes qui ont obtenu l'asile ou le statut de réfugiés ici aux États-Unis. Donc, c'est suspendu. Vous pouvez toujours continuer à appliquer pour la Green Card, mais seulement que le dossier ne sera pas traité. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont reprendre à traiter les dossiers pour les gens qui ont obtenu l'asile et le statut de réfugiés aux États-Unis. Mais si vous êtes dans une année, vous êtes éligible à appliquer jusqu'à ce qu'ils puissent prendre la décision. Et parlons maintenant des CBP. CBP en long, c'est Custom and Border Protection. C'est une agence de Department of Homeland Security, le département ici aux États-Unis, qui s'occupe spécialement de la sécurité des États-Unis. Dans les années avant cette nouvelle administration, il y avait un programme qu'on appelait CBP-1 qui aidait toutes les personnes qui entraient sans inspection d'appliquer dans cette
programme des CBP-1 pour demander l'asile à partir de l'extérieur. C'est-à-dire quand ils arrivent au Mexico, avant d'entrer, ils pouvaient appliquer, mettre toutes leurs informations là-dedans. Et quand ils entraient, déjà, le CBP pouvait les accueillir ayant déjà toutes leurs informations et les aider à appliquer pour l'asile et ils allaient faire moins de temps dans la détention. Malheureusement, ces programmes qui aidaient beaucoup des immigrants qui entraient aux États-Unis a été suspendu en janvier 2025 par la nouvelle administration. Et il a été remplacé par les CBP Home. So, le CBP Home ne remplace pas, ce n'est pas exactement la même chose que ce que faisait le CBP One. Le CBP Home, c'est nouveau, créé par le Department of Homeland Security, mais c'est plutôt pour inciter les immigrants à organiser leur départ volontaire. C'est-à-dire, vous allez dans cet programme de CBP One au lieu de mettre toutes vos informations pour que vous puissiez obtenir l'asile, mais ce serait plutôt pour que vous puissiez partir volontairement des États-Unis. Et la conséquence des CBP-1 est que déjà, nous avons appris qu'il y a plus de 900 000 immigrants qui avaient appliqué dans ces programmes des CBP-1. On a transféré toutes leurs informations dans CBP Home, ce qui fait que facilement ICE pouvait les traquer ou bien le Department of State avait toutes leurs informations et toutes ces personnes-là ont été déportées des États-Unis. Ils ont reçu une notification de quitter les États-Unis immédiatement, sinon ils allaient être sanctionnés. Beaucoup de gens encouragent beaucoup d'organisations des immigrants euh, encouragent les gens, si vous avez appliqué dans CBP One, vraiment de consulter un avocat ou bien un spécialiste d'immigration pour pouvoir vous aider, d'autant plus que toutes vos informations sont déjà entre les mains des ICE, des CBP et des Department of Homeland Security. Donc, ils ont vos informations facilement, ils peuvent vous déporter, même si vous avez la procédure déjà en cours. Consultez votre avocat, consultez un spécialiste de l'immigration pour qu'il puisse vous aider, vous donner des conseils, quoi faire dans cette situation. Et puis, on encourage des immigrants de ne pas utiliser l'application CBP Home parce que facilement toutes vos informations sont là. Si vous pensez que vous devez quitter les États-Unis, si vous êtes illégal, prenez l'avion, rentrez dans votre pays. Vous n'êtes pas obligé d'aller mettre vos informations dans ces CBP Home parce que toutes vos informations vont être là et il y a comme ils disent, ils vont sanctionner toutes les personnes qui sont restées aux États-Unis illégalement. Évitez seulement d'utiliser ça. Et si vous sentez que vous devez partir, prenez seulement l'avion et rentrez à la maison calmement, sans pour autant vous mettre dans une situation où vous allez être puni pour ça. Aussi, tenez-vous informé des évolutions politiques parce que, comme je l'ai dit dans l'une de notre présentation, aujourd'hui aux États-Unis, l'immigration et la politique vont de pair maintenant. Bien qu'avant c'était séparé, pour le moment, ça va de pair qu'on ne vous mente pas, ce n'est plus séparé. Il y a beaucoup d'influence de la politique sur les lois de l'immigration. Euh, Nous l'avons entendu, il y a des pays qui sont bannis des États-Unis. Quand on parle de bannis des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas entrer ici aux États-Unis. Mais peu importe le type de visa que vous demandez, like tourisme, pour business, tout ce que au moins, cependant, il y a une exception pour les personnes qui sont légalement ici aux États-Unis et qui doivent amener leur famille ici.
là, ils ont une exception. Ils peuvent continuer leur démarche et leurs familles peuvent les retrouver ici. So, vous voyez tous ces pays sur votre écran, les 12 pays, ils sont dans la catégorie rouge, donc ils sont bannis de ne pas entrer aux États-Unis, comme je dis, excepté pour ceux qui sont déjà ici légalement et qui doivent amener leur famille aux États-Unis. La deuxième catégorie des pays bannis, c'est la catégorie orange. Les 6 pays, les 7 pays sont là devant vous et ça, ce n'est pas qu'ils sont bannis totalement, mais seulement que la procédure de vérification de leurs documents et des raisons de leur demande de visa de venir ici aux États-Unis est vraiment renforcée. Ce n'est plus comme tu vas à l'ambassade, tu demandes les visas et puis on te les donne. Maintenant, pour ces 7 pays, c'est devenu beaucoup plus difficile pour eux de venir ici aux États-Unis. Nous avons parlé des ICE. Comme je dis, c'est l'Immigration and Custom Enforcement ici aux États. C'est comme la police de l'immigration. Je veux commencer par vous présenter ce que ICE est appelé à faire. Qu'est-ce que son travail légalement tel que présenté dans la Constitution des États-Unis et les lois de l'immigration des États-Unis, sans pour autant parler des ordres exécutifs signés par le président. So, en tant que ICE, leur travail comme police de l'immigration, c'est le respect du droit à une procédure régulière. La procédure régulière, c'est quoi? C'est que quand le juge décide à ce que vous soyez déporté des États-Unis, il donne une lettre. D'abord, vous devez le savoir que vous êtes dans la procédure de départ des États-Unis et vous devez vous arranger de quitter les États-Unis. Si vous ne le faites pas, alors le juge utilise la police de l'immigration qui est ICE, lui donne le document, il lui donne la lettre, lui dit, allez dans telle adresse, cette personne doit être déportée et il vient chez vous et on vous prend, on vous déporte. Le ICE a le droit de vous arrêter légalement. Si il a la permission du juge de vous arrêter légalement, il vous arrête et puis on vous déporte. On peut vous détenir pendant un temps aussi en attendant qu'on trouve des solutions pour vous déporter dans votre pays d'origine. Et la procédure de déportation, comme j'ai expliqué, ils vont vous détenir pendant un temps en attendant que toutes les procédures puissent être mises en place et vous déporter dans votre pays d'origine. Ben, ça, c'est exactement selon la Constitution des États-Unis, c'est que euh, ICE doit faire par rapport à la procédure de migration pour déporter les gens. Et ce que l'ICE n'a pas le droit de faire, compte tenu sous les lois de l'immigration. L'ICE n'a pas de droit, comme je le dis, c'est avant cette administration. Retenez bien parce que après nous allons parler de ce qui se passe actuellement. So, ICE n'a pas le droit d'expulser quelqu'un sans procédure. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que seulement il est ICE, il peut se lever un bon matin et venir dans votre maison parce que quelqu'un, un voisin ou quelqu'un a dit que vous êtes illégal ici et il se présente chez vous pour partir. Sauf dans le cas très limité comme personne arrêtée à la frontière ou récemment entrée sans autorisation. Et rentrer dans un domicile sans mandat judiciaire, comme j'ai expliqué, le juge doit lui donner une lettre pour venir vous expulser ou vous déporter des États-Unis. Et aussi, ICE ne peut pas vous détenir pendant un long moment. Alors, parlons de ce qui se passe actuellement, la pratique. À côté de la loi, il y a la pratique, ce qui se passe actuellement sur terrain. Il est très important de savoir que conformément à la loi, comme j'ai expliqué, ICE ne devait pas procéder à des arrestations dans des lieux publics comme l'église, comme les deuils, les funérailles, comme l'école, comme les hôpitaux. Malheureusement, cette protection a été élevée par la nouvelle administration et depuis janvier maintenant, ICE a le droit d'aller partout, même pendant les funérailles. Vous allez dans un funérail et que là, il peut se présenter, vous prendre et vous déporter ou bien vous mettre en détention jusqu'à ce que vous puissiez partir.
Et la récente application des directives des ICE remplace la version antérieure. Ce ne sont pas encore des lois, mais ce sont des ordres exécutifs signés par les présidents actuels des États-Unis. Alors, nous avons parlé de ce que ICE devait supposer avoir fait. Mais maintenant, avec les ordres exécutifs signés par le nouveau président, ICE a le droit maintenant de venir, comme j'ai dit, tout ce que j'ai dit, la plupart a été banni par la nouvelle, remplacé par la nouvelle ordre exécutif du président. Et ce qui fait que ICE maintenant a le droit de venir dans votre, même son mandat du juge d'immigration, on peut vous arrêter, vous amener, vous détenir et la partie la plus triste, ça fait mal à tout le monde. La partie la plus triste est que quand on vous déporte, au lieu de vous amener dans vos pays d'origine, d'où vous venez, ICE maintenant peut vous amener n'importe où. Il n'y a pas très longtemps, on a amené les gens à Venezuela, là où, peu importe d'où tu es venu, que tu connaisses quelqu'un là-bas et quand ils vont là-bas, ils sont dans des prisons, ils sont détenus. Ce n'est pas que ils vous amènent dans un pays et on vous laisse libre. Vous n'êtes pas libre. Et ça, c'est vraiment triste. Ça fait mal. Les gens sont là. On ne sait pas quoi faire. Non, pas de pouvoir de changer quoi que ce soit par rapport à cette situation. Beaucoup de choses ont changé et c'est une réalité que nous devons accepter. Mais comme on dit, il y a beaucoup d'organisations des droits de l'homme, d'organisations des immigrants qui s'élèvent, qui parlent, qui vraiment sont en train de se battre pour que tout cela puisse être revu. Aux États-Unis, il y a ce que nous appelons les États et les villes sanctuaires. Les villes sanctuaires et les États sanctuaires, ce sont les États et les villes qui, on peut dire, protègent un peu les immigrants. Ils sont ouverts aux immigrants de vivre dans leur pays sans pour autant les harceler comme dans d'autres États ou villes. Et comme vous les voyez, ils sont là devant vous, tous ces États et les villes. Vous pouvez prendre une photo si vous avez, hein. Vous êtes libre je vous donne cette permission, tout ce qui se passe là. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez garder une copie de tout ce que je dis. Et dans ces villes, bien qu'ils sont ouvertes à protéger les immigrants, mais il faut savoir qu'ils sont sous les lois fédérales. C'est-à-dire, si les lois fédérales disent qu'ils vont déporter les immigrants, même dans ces États, dans ces villes, on va déporter peu importe leur loi. Seulement, ils ne coopèrent pas avec la police de l'immigration. C'est-à-dire, ils ne les aident pas à trouver des immigrants dans leurs États et dans leurs villes pour les déporter. Mais ils vont venir et faire leur travail. Seulement, on ne leur donne pas l'accès facile, coopérer facilement, comme dans d'autres États qui ne sont pas des États ou des villes sanctuaires. Vous pouvez le remarquer, ce qui s'est passé à Los Angeles, à New York, quand ICE est descendu là-bas pour déporter les immigrants. Vous avez vu comment les gens de ces villes, de ces États se sont levés pour défendre les immigrants. C'est-à-dire, ils n'ont pas coopéré avec ICE, bien que ICE a les droits de déporter les immigrants. C'est ce qu'on appelle ville sanctuaire. Ils ne vont pas au-delà des lois fédérales, mais ils ne coopèrent pas avec ICE pour livrer les immigrants à leurs mains. C'est un peu ça la différence. Donc, ils ne peuvent pas bloquer les lois fédérales, mais au moins, ils limitent leur coopération. C'est un peu différent dans d'autres, dans d'autres États qui ne sont pas sanctuaires. Parce que d'autres États qui ne sont pas sanctuaires, même la police, même les gens vont coopérer. Ils vont, oh, je connais, il y a un qui est là-bas. Oh, on peut vous aider. Comment est-ce qu'on peut vous aider à retrouver les immigrants? Donc, ils ne protègent pas les immigrants.
Parlons maintenant des tribunaux d'immigration. On vient juste de parler dans la présentation dernière que quand vous allez au tribunal d'immigration, le juge est là et il prend la décision. Maintenant, les tribunaux d'immigration qui étaient indépendants par rapport à la politique des États-Unis est beaucoup plus influencé maintenant parce qu'ils sont accélérés par le gouvernement en place, par l'administration en place. On peut dire ils n'ont plus la main libre de faire leur travail comme ils le faisaient parce qu'on est en train de les accélérer. On pense qu'ils donnent beaucoup, des chances aux immigrants et l'argent qu'on leur donnait, les fonds pour faire leur travail est limité maintenant. Il y a des tensions croissantes autour des droits des immigrants. Il y a la loi, il y a la Constitution dit une chose, l'administration dit une autre, et il y a la loi de l'immigration. Donc, il y a un peu cette cacophonie entre la loi, entre la pratique, entre la Constitution et entre les décrets que le président est en train de signer. C'est toutes ces nouvelles ordonnances, des ordonnances exécutives, donc toutes ces pressions sur les juges et les avocats d'immigration font que aujourd'hui, les tribunaux d'immigration ne sont vraiment pas trop libres de faire leur travail comme il faut et ils sont aussi saturés. Il y a tellement de cas. Imaginez toutes les personnes qui sont entrées par le bordure et ils se retrouvent ici aux États-Unis. Il n'y a pas assez d'argent donné pour les juges de l'immigration et ils doivent prendre des décisions à tous ces cas. Donc, ils sont saturés et on le presse de prendre des décisions. Donc, c'est quand même assez sérieux au niveau des tribunaux d'immigration. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, OK, vous avez parlé de ça, c'est ça la situation que nous faisons face maintenant. Maintenant, quoi faire et quoi savoir? Qu'est-ce que nous devons retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, d'abord, reconnaître que le système est débordé, surtout dans les tribunaux d'immigration. C'est débordé avec beaucoup de cas et il n'y a pas beaucoup de ressources pour aider les juges et les avocats d'immigration pour faire leur travail comme il faut afin qu'ils puissent traiter tous ces cas qui sont entre leurs mains. Aussi, retenez que des nouvelles politiques plus strictes ont un impact négatif sur les tribunaux d'immigration. Quand on parle des tribunaux d'immigration, c'est justement pour des décisions sur les gens qui demandent l'asile. Et comme à côté des États et des villes sanctuaires, nous devons reconnaître qu'il y a certains États qui coopèrent davantage avec ICE, y compris les arrestations juste après des audiences. Vous avez entendu à San Francisco, il y a quelqu'un qui est sorti des audiences et puis là, ICE l'attendait et puis ils l'ont détenu. Pas plus tard, euh, il y a 2 semaines, je crois la semaine dernière, il y a ces pères des trois marines, je crois qu'ils sont de Marine. Si je me trompe pas, il a trois de ses enfants qui sont dans l'armée, mais il a été arrêté quand il est allé répondre à son rendez-vous d'immigration et tenu, même battu. C'est passé à la télé, il y a des vidéos et ça fait mal pour vous dire que personne n'a la maîtrise de la situation. Personne n'a la maîtrise de la situation, mais il y a des gens qui se battent, qui lèvent leur voix pour dire que ça doit arrêter, ça doit arrêter. C'est la même chose quand on organise des pourparlers pour marcher et tout. Si vous vous sentez à l'aise, je dis bien si vous vous sentez à l'aise et si vous êtes légal de vous présenter dans de telles organisations, il faut y participer pour les autres. Et si vous n'êtes pas légal, vous n'avez pas de documents, il serait mieux de ne pas y participer parce que ICE peut se retrouver là et quand on vous arrête, ça sera une déportation. Mais pour ceux qui peuvent, qui sont légaux, quand on participe des organismes d'immigration, organisent quelque chose
pour soutenir les illégaux ou pour les lois d'immigration, on vous encourage d'y faire si vous vous sentez à l'aise. Ce n'est pas une obligation. Si vous vous sentez à l'aise de participer, d'élever votre voix, et ça sera une très bonne chose de faire ça ensemble. Et enfin, il y a beaucoup de lois punitives maintenant. Quand on vous détient, vous avez on prend peut-être vos fingerprints, vos empreintes, et puis on vous punit soit de ne plus jamais rentrer aux États-Unis, soit on vous donne 10 ans de ne jamais revenir aux États-Unis, même si vous avez de la famille, même si vous avez vos enfants, même si vous avez votre épouse. C'est vraiment difficile. Oui, nous faisons face à tout cela. Maintenant, quoi faire? Tout le monde va se demander, oui, c'est la réalité. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parmi les choses à faire, il faut connaître ses droits. Nous avons parlé des droits. Quels sont les droits que vous avez en tant qu'immigrant ici aux États-Unis, même si vous êtes illégal ou bien même si vous êtes en procédure de devenir légal, vous avez vos droits en tant que personne humaine et utilisez ces droits. Prenez connaissance de vos droits. Vous êtes une personne humaine. Vous avez le droit de garder le silence, comme on l'a dit. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit d'appliquer pour l'asile si vous avez un cas. Vous avez toutes les preuves pour soutenir votre cas. Donc, vous avez ces droits. N'ayez pas peur. Encore, trouvez-vous un spécialiste d'immigration avec toutes les questions que vous avez pour qu'il puisse vous aider. Assister à toutes vos audiences, même si ça fait peur maintenant. Les gens se demandent, est-ce qu'il faut que j'assiste à mes audiences? Toujours, si vous avez un avocat, si vous avez un spécialiste d'immigration, ça dépend de là où vous vivez, ils peuvent bien vous guider. Si vous avez des questions, vous avez peur, vous vous demandez, est-ce qu'il faut aller à ces audiences ou pas? Demandez des conseils pour que vous puissiez être soutenu et guidé. Qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire selon le cas. Aussi, éviter des erreurs administratives, collaborer avec USCIS ou les tribunaux d'immigration, collaborer. Aussi, comme j'ai dit, ça prend beaucoup de temps. Dans certains cas, ça peut prendre une année, ça prend 2 ans, ça prend s'il vous plaît, ne vous découragez pas, ne perdez pas espoir. C'est un combat, il faut être fort. Je sais, vous allez dire, c'est facile à dire. C'est vrai, c'est facile à dire, mais c'est quelque chose que nous avons besoin d'entendre que quelqu'un nous dise que ça va aller. Peu importe la longueur de la nuit, le soleil revient toujours. Ne fût-ce que ça doit garder notre espoir de croire que quelque chose de bien va arriver. Parce que si on porte beaucoup de soucis par rapport à tout ce qui va, on peut développer des maladies des maladies, des tensions parce qu'on ne sait pas ce que je vais sortir, je ne vais pas sortir. Est-ce que je dois aller, je ne dois pas aller? Il faut beaucoup trouver des organismes, trouver des communautés où vous pouvez vous retrouver ensemble, quelqu'un vous encourager, quelqu'un vous soutenir. Trouvez ça. Ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ces combats. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, même des Américains, des Blancs. Donc, ne pensez pas que tout le monde est raciste. Il y a des gens, beaucoup de gens sont dans ces combats avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et vous avez des droits constitutionnels dans cette force intérieure qui doit venir de vous. Rappelez-vous que vous avez des forces, vous avez des droits constitutionnels. Comme on a expliqué, ne pas ouvrir la porte si un agent de l'immigration frappe à votre porte. Vous êtes là à la maison et si il ne sait pas qu'il y a quelqu'un à la maison, il peut frapper pendant 1 heure de temps. Si vous n'ouvrez pas, il va pas entrer. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte. Vous entendez. D'abord, c'est d'ailleurs conseillé. Si vous n'entendez personne, si vous n'avez pas de rendez-vous avec quelqu'un pour venir, si quelqu'un frappe à votre porte,
N'allez pas seulement ouvrir comme ça. C'est par rapport à votre sécurité. Ça ne doit pas être seulement ice. Tu ne sais pas qui vient frapper. Si tu n'attends pas quelqu'un, si quelqu'un ne t'a pas appelé pour dire que je reviens et tu ne sais pas que quelqu'un va venir, ne fût-ce vérifie au moins pour voir qui frappe à ma porte sans pour autant être vu. C'est votre sécurité aussi. Et si vous pensez que vous ne connaissez pas cette personne, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte. Peu importe que ça soit ice ou pas, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte. Je ne sais pas qui est là et pourquoi il est là, surtout si vous n'entendez pas. Non, ici aux États-Unis, généralement, si quelqu'un doit venir chez vous à la maison, il va vous laisser, il va vous dire. Quand je dis quelqu'un, c'est dire quelque chose d'officiel. Or, quelqu'un qui vient, oh, je viens vérifier votre électricité. La compagnie d'électricité va vous contacter pour vous dire que nous venons ou il y a quelque chose. Il ne se présente pas seulement comme ça. Même si quelqu'un derrière la porte vous dit, ouvrez, je suis ici pour l'eau, ou bien je suis ici pour l'électricité, n'ouvrez pas. Ce n'est pas seulement par rapport à l'immigration, mais aussi c'est par rapport à votre sécurité. Vous avez le droit de garder le silence, de ne pas répondre aux questions si quelqu'un vous arrête ou bien vous détient dans la rue et commence à vous poser des questions sur votre immigration, votre statut d'immigration. Vous n'avez pas le droit de répondre à toutes ces questions. Et ne signez rien avant d'avoir parlé à un avocat. Si vous vous retrouvez quelque part, quelqu'un vous vient avec un document. Oh, s'il vous plaît, écrivez votre nom, postez-nous votre numéro de téléphone et signez ici. C'est une pétition pour les immigrants. Si tu ne peux pas lire ça, si tu ne comprends pas ce qu'il y a dans ces documents-là, ne signez pas. Ne signez pas. Donc, oh, si c'est un document officiel de l'immigration, vous pouvez dire, donnez-moi une minute, je vais appeler mon avocat pour lui dire quoi, parce que je ne comprends pas ce que je suis en train de signer. On ne va pas vous arrêter pour ça. Donc, vous avez le droit de refuser de signer quelque chose que vous ne comprenez pas. Et quand vous êtes à l'extérieur, un agent vous arrête ou pour quelle que soit la raison, il faut toujours être sûr de ne fouillez pas, demandez est-ce que je vais partir, est-ce que je suis détenu. S'il dit non, il dit est-ce que je peux partir? Et partez, dites merci respectueusement, sans rien dire, dites merci et continuez votre chemin. Mais quoi que ce soit qui vous arrive par rapport à l'immigration ou quelque chose dont vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, si vous avez un avocat ou vous avez un spécialiste d'immigration, appelez-le toujours pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Informez-le de ce qui s'est passé. Oh, je suis allé au store, quelqu'un m'a arrêté pour me demander informez-les. Voilà ce qui s'est passé. Comme ça, tous ces organismes, toutes ces organisations savent au moins qu'est-ce que les immigrants font face ici aux États-Unis et ils peuvent vous défendre. Si ils ne savent pas, ils ne sauront pas comment vous défendre. So, nous avons besoin de cette réalité que vous vivez chaque jour pour nous aider à lever de voix et parler pour les immigrants. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, voilà les ressources. Si vous voulez vraiment, vous avez besoin de l'aide, vous avez plus de questions, tous ces organismes, organisations qui sont là, vous pouvez prendre une photo et puis vous allez sur Google, vous frappez, vous tapez tel que ça est là, ça va vous donner leur nom et puis les adresses et puis vous pouvez vérifier si c'est pas loin de votre maison, vous pouvez aller ou appeler pour prendre rendez-vous. Et s'ils ne peuvent pas vous aider, mais au moins ils peuvent vous guider où aller pour trouver des solutions. Et spécialement, la dernière, National Immigration Legal Service Directory, c'est là où vous trouvez presque tous les organismes qui travaillent pour les immigrants. Encore une fois, euh, la réalité aujourd'hui aux États-Unis est qu'il y a une différence entre la loi, entre la pratique, entre la politique. Tout c'est ensemble et personne ne sait vraiment pas trop quoi dire, mais notre souci est vraiment de vous encourager
de réveiller en vous cette force intérieure de l'être en vous pour faire face à tout ce qui se passe et surtout, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de millions et de millions de gens qui sont avec vous et qui combattent avec vous pour vos droits et nous sommes là si vous avez des questions. Soyez équipés, soyez confiants et on vous souhaite bonne chance et nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup.